Donc, si je devais vous poser une seule question avant de vous laisser au micro pour cette conférence, on demande souvent aux enfants quand ils ont 12 ans, 13 ans, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? J'imagine qu'on vous a déjà posé cette question. Qu'est-ce que vous répondiez? Je ne suis pas sûre qu'on me l'ait posée quand j'étais petite, mais c'est moi une question que je pose souvent, parce que je trouve que les enfants de 8 ans jusqu'à 8 ans, ils ont encore cette curiosité, cet appétit de découvrir, et que tout est possible. Et si on me l'avait posée quand j'avais 8 ans, peut-être que j'aurais dit que j'avais envie d'être un explorateur, un aventurier, peut-être. Peut-être. Et ce soir, j'ai envie de vous parler de l'esprit d'aventure. Très bien, ben on va vous laisser nous parler d'esprit d'aventure. Passez une très très belle soirée. Au revoir. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup à Jean-Noël. Bonsoir à tous. Je voulais remercier tout particulièrement de ce moment privilégié qu'on va passer ensemble ce soir, parce que je trouve qu'on a immensément besoin de ces lieux où on peut se poser, où on peut se rencontrer, échanger, avoir des vraies conversations. Et c'est vraiment un moment de bonheur et j'ai accepté avec grand plaisir de vous rejoindre ce soir. Et d'ailleurs, en essayant de penser un petit peu à comment j'allais aborder avec vous ce thème, de penser l'avenir, la réflexion que j'ai eue a déjà commencé à m'alimenter sur une façon de se poser, de se mettre à distance par rapport à des tas de choses que j'ai vécues et dont je vais vous parler ce soir. Et c'est un des bonheurs et des privilèges que d'avoir des moments où on peut se poser ensemble dans des temps accélérés, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi dans des temps larges. Et vous allez contribuer, je suis sûre, à ce moment privilégié pour élargir encore ce temps pour moi, pour essayer de mieux analyser, de mieux penser l'avenir. Jean-Noël, dans son petit édito, disait que tout était possible, qu'on pouvait aller proposer comment penser un monde meilleur, aller vers l'utopie, aller vers l'imaginaire. Donc, c'est vrai que je me suis dit, en voyant la liste des invités prestigieux qui vont vous parler pendant toutes ces journées, que beaucoup d'entre eux avaient eu cette longue possibilité d'analyser, de conceptualiser, d'écrire des ouvrages, de faire des conférences, et que avec beaucoup de modestie, c'était pas le propos que j'allais développer avec vous ce soir, en restant plutôt sur ces éléments qui sont autour de l'aventure, de l'esprit d'aventure comme élément de levier pour penser l'avenir. Parce que je l'ai vécu, parce qu'à un moment de ma vie, ça a déterminé cet avenir pour moi. Et c'est sur ces sujets-là que j'avais envie d'avancer avec vous. Parce que penser l'avenir, on a presque l'impression aujourd'hui que c'est incongru de se poser cette question, peut-être parce qu'il y a un pessimisme ambiant malgré tout, avec toutes ces crises économiques, écologiques, sociétales dont on entend parler à longueur de journée, qu'il y a sans doute une désillusion par rapport à ce que la science et la technique peuvent apporter comme progrès et comme bonheur. Jusqu'à il y a quelques décennies, c'est vrai que les développements de la science, les développements de la technologie nous projetaient dans le progrès et que ce progrès était porteur de bonheur. Aujourd'hui, certes, c'est du progrès, mais c'est un petit peu décorrélé avec le bonheur. Donc il y a une forme de désillusion, de perte de confiance, de remise en question. On est aussi dans une civilisation avec les plus jeunes, et je les fréquente aujourd'hui à la Cité des Sciences ou au Palais de la Découverte, dans l'établissement Univers Sciences que j'ai la chance de diriger. Ces jeunes qui sont beaucoup dans l'immédiateté. Alors c'est vrai que j'avais fait découvrir la tribu des Zikwawawin à Joël, les jeunes qui pensent pas vraiment l'avenir comme nous et qui I know what I want and I want it now, et qui sont vraiment dans le présent. Et puis cette défiance, effectivement, par rapport au développement technologique dont on se pose la question de qui les contrôle, comment les choix sont-ils faits, comment sont élaborées les décisions, est-ce que chacun d'entre nous est suffisamment associé, est-ce qu'on a trouvé ce langage commun qui nous permet d'être informé, d'être formé,
de s'approprier ces clés de compréhension. C'est mon métier aujourd'hui, c'est ça que j'essaie de faire au sein de cette maison. Et que tout ça est empreint d'un manque de confiance et sûrement d'un manque d'audace. Et c'est un petit peu ça qui m'a amené à vous proposer de parler de l'esprit d'aventure encore plus ce matin. Ce matin, j'étais à la terrasse de l'hôtel et devant moi, il y avait l'horizon. L'horizon. Et voir cet horizon au matin, au lever du soleil, me disait que décidément, j'avais envie d'aller voir derrière cet horizon, d'aller découvrir, d'aller au-delà. Aller voir au-delà d'horizon, j'ai un peu eu la chance de le faire. On y reviendra, puis je vais vous passer des images de ces missions spatiales que j'ai eu la chance de réaliser. 2 missions spatiales, l'une en 96 à bord de la station Mir, et puis une en 2001 à bord de la station spatiale internationale, où effectivement, à 400 km à distance de la Terre, c'est plus le même horizon que l'horizon que j'ai pu voir ce matin depuis la terrasse de l'hôtel. Et parfois, je me sentais un petit peu comme Vasco de Gama ou Christophe Colomb, essayant d'aller explorer, de voir derrière, au bout de cet horizon, ce qui s'y passait. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce ressort de l'aventure et de l'esprit d'aventure comme levier pour penser l'avenir, pour vous en parler ce soir. Penser l'avenir. Alors, est-ce que c'est penser l'avenir? Est-ce que c'est penser les avenirs? Il me semble qu'il y a plein d'avenirs, de sortes d'avenirs devant nous. Il y a des avenirs, un avenir possible et qui est le plus probable, celui qui est prévisible. On en a tous, c'est comme ça, devant nous. Et je dirais que même souvent, les jeunes me disent, en fait, c'est cet avenir-là qu'on choisit. Il est confortable, il est sécurisé, on s'y est préparé. On ne va pas aller chercher plus loin que celui-ci, cet avenir possible, prévisible. Alors on est un peu coincé entre la prévoyance et la modération. Alors parfois c'est vrai qu'il y a un petit peu de frustration, mais on va sur cet avenir-là. Il y a des jeunes pour lesquels il n'y a même pas cet avenir possible, probable. Et l'avenir semble à la limite impossible. Alors l'avenir impossible, ça peut conduire ces jeunes à rejoindre des groupes comme Il n'y a pas de futur, No Future. Ça peut les conduire à entrer en rébellion par rapport à ce monde qui ne leur offre pas d'avenir, ces avenirs impossibles. Et puis, les autres avenirs. Des avenirs qui sont là, sans doute, et qui ne sont pas obligatoirement droit devant. Et c'est un petit peu ce dont je voulais parler. C'est que parfois, pour découvrir ces avenirs-là, pour pousser la porte, sans aucune certitude, et en tout cas pousser une porte, c'est parfois pas droit devant, des chemins de traverse, c'est pas de côté. Il faut faire un petit peu une chorégraphie. On va pas droit devant, mais on fait un pas de côté pour aller les découvrir. Alors, si j'en parle ce soir, c'est parce que j'ai eu la chance, je le disais, moi, de vivre ces choix, ces aventures-là, et aussi parce que je trouve que ceux qui vivent avec un esprit d'aventure et qui tentent l'aventure sont parfois un petit peu marginalisés. Alors, je vais employer un mot, c'est Jean-Christophe Ruffin qui décrit très bien ça sur l'esprit d'aventure et les aventuriers. Il dit les aventuriers, ils sont dans le monde des ex, les mondes extrêmes, le monde des exploits, le monde des expéditions. Ce sont des êtres d'exception. Il y a beaucoup d'ex, mais il ne faudrait pas que ce soit des exclus de la société. Alors je reprends à ma façon cette façon de parler du monde des ex qui pourrait aller jusqu'à l'exclusion. C'est pour ça que je voulais vous en parler ce soir, parce que je crois que ça nous concerne tous et que c'est pas de côté pour aller découvrir d'autres choses, des avenirs possibles qui sont à révéler par l'exploration. Eh bien, c'est en les vivant qu'on peut les révéler. Et voilà comment je voulais introduire ces éléments pour révéler, pour découvrir ces avenirs peu prévisibles, peu probables. C'est vrai qu'il faut des moteurs, il faut des déclencheurs pour affronter
des choses qui sont du domaine de l'incertain, pour lever les doutes, pour affronter l'insécurité, tenter l'inconnu. En tout cas, ce qui est un inconnu au-delà de ce qu'on sait déjà dans son bagage avec lequel on s'est préparé. L'aventure, l'esprit d'aventure, et rime bien évidemment avec la passion pour aller au-delà. Et je vais venir à parler un petit peu de où se trouve cette passion qui peut nous emmener à dépasser les limites, à franchir le pas. Une fois qu'on a pensé l'aventure, qu'on l'a pensé comme avenir possible et qu'on la rend faisable. Quelque chose qui va au-delà du rationnel. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de rationnel dans l'esprit de l'aventure, parce qu'en général, beaucoup des explorateurs ou des aventuriers que j'ai pu rencontrer, fréquenter, sont soit des scientifiques, soit des ingénieurs, donc avec une démarche tout à fait bien construite et un rationnel, une rationalité très, très forte qui les aide à construire ces pas de l'aventure, mais qui se laissent emporter par ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes d'émotions, d'irrationnel, de perception, d'envie, de désir, de curiosité. Cette aventure-là, je vous en parle parce que je l'ai choisie à certains moments de la vie, qu'elle m'a donné beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Cette aventure des missions spatiales, on y reviendra. On est 550 dans le monde à l'avoir vécu, dont 50 femmes, les fameux 10% de femmes, toujours un peu présentes dans ces métiers de science et de technologie. M'a donné beaucoup de joie. J'en ai tiré beaucoup de leçons, je pense, et j'essaie de les appliquer un petit peu dans les métiers successifs que j'ai pu faire après ces 2 missions spatiales. Des leçons que j'ai tirées, des leçons que j'utilise encore, et des leçons qui m'aident à me remettre en question. Quand je commençais à parler, à évoquer un petit peu les moteurs de l'aventure et de l'esprit d'aventure, je pense qu'il y en a un qui est très fort, qui est l'anticonformisme. C'est de dire qu'on peut aller voir au-delà de ce qu'on a prédit, prévu pour nous. Et Joël de Roné l'a merveilleusement expliqué tout à l'heure. Sûrement une aptitude au risque ou une capacité à prendre des risques qui est aussi l'exaltation de la vie. Bien sûr, et bon, en tant que scientifique, j'aime en parler comme ça, la quête de la connaissance pour aller plus loin dans la compréhension du monde, aller voir au-delà de l'horizon. Je le disais tout à l'heure. Et puis, l'anticonformisme, la prise de risque, cette quête de connaissance et un esprit de liberté. Et c'est vrai que j'aimerais parler avec vous de cette liberté aussi, de se projeter dans l'avenir et de choisir des voies différentes. Et c'est vrai que dans les différents parcours qui ont été les miens, que ce soit celui de médecin, que ce soit celui de chercheur, que ce soit celui de ministre, que ce soit celui de président d'établissement public que je suis aujourd'hui, j'ai été confrontée à des certitudes. Même en tant que médecin, j'ai eu des certitudes à un moment donné. J'ai été confrontée à des incertitudes, parfois à des ignorances. J'ai été confrontée à des grandes réflexions, des concepts, des visions. Et puis, je me suis trouvée confrontée à côté de ces visions que je pouvais avoir envie de porter à la réalité, à des forces de résistance, à l'immobilisme, mais on l'a tous vécu. J'ai été confrontée aux élans de conviction pour lesquels j'avais essayé de m'engager pour porter des beaux projets. Et puis, à côté de ces élans de conviction, on se retrouvait parfois dans la frustration d'un pouvoir, entre guillemets, impuissant, parce qu'on ne peut pas porter et faire tout ce qu'on a souhaité faire. Et puis, très souvent et à chaque instant, malgré tout, à la performance du court terme, il faut délivrer, faire des choses immédiatement, tout en plaçant tout ça dans une perspective, un contexte et une vision à long terme. C'est pas toujours facile de pouvoir vivre ces 2 éléments. C'est vrai que j'ai croisé sur ma route, parmi les gens qui m'ont accompagné ou que j'ai côtoyé, des piliers de certitude. Et puis j'ai croisé aussi des frileux de l'incertitude, ceux qui n'avançaient pas tout à fait. Alors peut-être on a parlé du principe de précaution tout à l'heure avec Joël, qui est la complété du principe d'attrition, en tout cas d'un principe d'action. C'est clair par rapport à ces frileux de l'incertitude, des porteurs exclusifs d'un principe de précaution qui nous amènerait à ne plus envisager
le risque de l'avenir, et à la limite, dès qu'un risque apparaît, s'en placer comme victime et demander une protection ou une compensation de ce qu'on aurait pu subir. Et même à la limite, parfois, ceux qui tentent l'aventure, et on a parfois l'impression que ça peut être le cas dans des sports extrêmes, avec des choix personnels, se dire que peut-être cette aventure-là, à un moment donné, elle sera plus possible, parce qu'il y aura trop de réglementations, d'éléments qui feront qu'elle ne sera plus autorisée, qu'elle sera plus tolérée. L'esprit d'aventure, lui, j'espère, et je conclurai comme ça, il est là pour tout le monde et il doit exister, il existera encore très longtemps. Mais l'aventure elle-même, parfois, elle est remise en question. Je vais accompagner cette réflexion sur l'esprit d'aventure comme pilier pour penser l'avenir voilà, des éléments de présentation de ces 2 missions spatiales dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça va défiler avec de la musique. C'est les 2 missions. La première s'appelait Cassiopée, à bord de la station Mir en 1996. La deuxième, c'était la mission Andromède en 2001, à bord de la Station spatiale internationale. Et dans la salle, il y a avec moi Jean-Pierre Ignoret, mon mari, qui a vécu lui aussi 2 belles missions spatiales. Et tout à l'heure, je pense que si vous avez des questions sur l'esprit d'aventure, il y a beaucoup de choses à apporter aussi sur ces éléments. On va lancer puis se laisser porter par la vidéo. Et moi, je vais continuer à parler. Comme ça, vous pouvez déguster ce que vous avez envie de déguster. L'esprit d'aventure, pour moi, ça m'a pris grand sûrement quand j'étais toute petite. Et c'est vrai que j'aurais probablement répondu, comme me le demandait tout à l'heure Jean-Noël, à 8 ans, que j'avais envie de curiosité, d'explorer et d'aller voir un petit peu ce que je ne connaissais pas. Pour moi, l'aventure spatiale, elle a commencé il y a près de 30 ans. Elle a commencé en 1985 avec l'appel à candidature du Centre national d'études spatiales, le CNES, l'Agence française de l'espace, qui recherchait des astronautes pour mener à bien des programmes scientifiques à bord des stations spatiales. Il y avait 2 types de candidats, des candidats pilotes et ingénieurs d'essais pour bien piloter des systèmes habités, puis la catégorie des cosmonautes expérimentateurs, comme on les appelait, cosmonautes scientifiques, pour prendre en charge les programmes scientifiques à bord de la station spatiale. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, en 1985, je venais juste de terminer ma rhumato. Je suis médecin rhumatologue. Et comme le dirait mon père ou ma mère, ben, j'avais un avenir tout tracé. Ben oui, il était tout tracé. J'avais passé beaucoup d'années d'études. À l'époque, je n'étais que bac plus 11, je pense. Pas la caricature des bac plus 19 qu'on évoque pour moi aujourd'hui. Mais j'ai pas choisi cette voie toute tracée de la rhumatologie. Pourtant, j'avais tout prévu, je dirais. Et puis cet avenir-là, il était confortable, intéressant, formidable. C'est formidable d'être médecin, rhumatologue, d'être en interaction avec ses patients. Mais j'ai fait un pas de côté par rapport à ce chemin préécrit. C'était quoi les moteurs qui m'ont porté ? Je vous en ai parlé déjà un petit peu. Les 4 particuliers. L'anticonformisme, probablement, même avec un avenir tout tracé, même avec des choses prévues, même avec des choses plaisantes, même avec des choses confortables. L'envie de tenter autre chose pour explorer toutes les potentialités et peut-être déjà l'idée que ça allait être étroit, peut-être, par rapport à ce que j'avais envie de découvrir. La prise de risque, oui, il y a un risque quand vous décidez d'inscrire votre nom sur l'appel à candidature, de répondre, de remplir votre dossier. Déjà, vous n'êtes pas sûr du tout que la candidature va aller jusqu'à son terme et que vous allez devenir un candidat astronaute et puis qu'ensuite vous deviendrez un astronaute. Parce que d'être sélectionné, même au bout d'une sélection difficile, ça ne veut pas dire qu'un jour vous deviendrez un astronaute et que vous aurez la possibilité de voler. Donc il y a un risque à mettre de côté la voie qui a été tracée pour en choisir une autre dans laquelle il n'y a pas de certitude. Il y a même de l'insécurité par rapport au choix que vous faites. Mais d'un autre côté, c'est une liberté que vous vous donnez
de faire vraiment votre choix et d'avancer. Et puis, c'est partir à la découverte, partir à l'exploration de mondes que vous avez en tête. Et ces 4 grands moteurs dont je parle, ils s'accompagnent toujours, mais ça, je pense que c'est les éléments que portent les explorateurs ou ceux qui partent à l'aventure, d'une curiosité insatiable, toujours envie de connaître davantage, d'une forme d'audace, probablement, d'une forme de courage, de persévérance, d'une forme d'ouverture aux autres, parce que là aussi, on va découvrir des mondes, des autres, des cultures différentes. Et j'ai eu la chance, avec cette aventure-là, par exemple, de passer 10 ans de ma vie en Russie, d'apprendre le russe, de passer du temps avec, je dirais, cette fraternité des cosmonautes, de ces quelques peu nombreux qui s'entraînaient à la Cité des Étoiles pour préparer les missions. Donc, cet amour, cette ouverture aux autres, ça fait partie de ce qui sous-tend ces éléments de la prise de décision. Alors, peut-être aussi, à un moment donné, une forme de fuite par rapport à quelque chose. J'évoquais tout à l'heure ces jeunes qui aujourd'hui pensent qu'ils n'ont pas d'avenir possible et qui, plutôt que de prendre le risque d'aller révéler un autre avenir que celui qui leur est proposé, qui ne leur convient pas, soit sont dans le refus, le no future, soit sont dans la rébellion, mais parfois sont dans le risque, mais avec des risques destructeurs, je dirais. Et je le dis tout particulièrement parce qu'aujourd'hui, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, on essaie d'accueillir des jeunes gens, parfois un petit peu éloignés de la science, des techniques, des progrès qu'on peut leur proposer, de cet appétit, de ce goût de découvrir. Et on a une cité de la santé, par exemple, dans les cités de services qu'on peut proposer aux jeunes, et on aborde les thèmes de la prise d'alcool, de la prise de drogue, des comportements à risque. On a même prévu de proposer une exposition sur le risque, justement. Aujourd'hui, avec ces aspects négatifs, destructeurs, comme certains jeunes peuvent les porter aujourd'hui dans leur prise de risque, mais aussi sur tout ce que la prise de risque peut permettre, justement, pour découvrir et se projeter dans l'avenir. Donc un peu cette fuite, et probablement l'envie d'inventer une nouvelle vie, de la mettre en scène à ma façon, par rapport à ce que Joël de René disait tout à l'heure, de suivre des avenirs déjà pré-tracés, trop prédéfinis, trop pré-organisés, qui nous enlèvent beaucoup de liberté par rapport au choix qu'on pourrait être amené à faire. J'ai choisi sûrement aussi cet élément d'aventure parce que c'était une façon d'intensifier ces émotions, cette partie du non-rationnel qu'on a en nous et qu'on laisse souvent pas suffisamment exprimé. Et j'avais sûrement besoin de trouver quelque part un intensificateur de ces émotions. Et puis cette liberté que j'essaie d'avoir dans le ton, dans le comportement, dans ce que j'ai envisagé par la suite. Il peut y avoir ce moteur. Et pourquoi on franchit le pas à un moment donné? Pourquoi c'est maintenant, comme le disait joliment Michel Serres et repris par Joël? Il faut qu'à tous ces éléments que je viens de décrire, tout cela entre en résonance avec une passion, quelque chose de fort qui va sortir des digues à un moment donné. Alors, pourquoi ça sort des digues? Ça peut sortir des digues tout simplement par un cheminement intérieur qui fait qu'à un moment donné, vous êtes prêt pour partir dans cette aventure. Moi, je crois beaucoup à la sérendipité dont on a parlé tout à l'heure. Il y a parfois des choses qui se présentent. Je crois beaucoup aux opportunités de la vie, justement, avec des portes souvent seulement entrouvertes, des portes qui ne montrent pas encore de lumière derrière. C'est très, très obscur. Mais voilà, à un moment donné, l'audace, le courage, sûrement l'aiguillon de la curiosité, qui fait qu'on la pousse et qu'on découvre. Et non seulement on la pousse, et même si c'est noir, et même si c'est incertain, et même si c'est de l'insécurité pour s'aventurer, mais on s'y aventure. On passe, on franchit le seuil.
Malgré tout, s'engager avec un esprit d'aventure et partir dans une aventure pour se construire son avenir, ça nécessite qu'il y ait des conditions de réussite. Moi, je ne fais pas partie des aventuriers, des explorateurs téméraires qui prennent des dangers inconsidérés. Je crois qu'en particulier dans l'aventure spatiale telle qu'on l'a vécue, on est des professionnels du risque, on essaie de les connaître, de les analyser et de les réduire. Mais je pense qu'il y a plusieurs niveaux de connaissances pour se donner les conditions de franchir le pas et d'aller dans l'aventure et de penser et de vivre cet avenir. Premier élément, c'est cette connaissance de soi, avant de connaître l'environnement et de connaître les autres qui vont vous accompagner. La connaissance de soi, il y a des choses qu'on connaît bien, pour lesquelles on est formé, pour lesquelles on est éduqué, pour lesquelles on a construit des marches, on sait avancer pas par pas, on sait malgré tout que ça marche avec essai, erreur, apprentissage, acquisition de connaissances, acquisition de compétences. Alors vous avez reconnu que c'est un petit peu l'éducation qui prépare qu'on a à l'école. C'est là elle vous prépare, c'est là elle vous donne les éléments de la démarche, les éléments, les clés, le socle pour pouvoir avancer. Mais il manque quelque chose dans les formes d'éducation qu'on peut vouloir proposer à nos enfants et puis proposer à tout un chacun, parce que l'éducation, c'est tout au long de la vie. C'est la forme d'éducation qui inspire et qui révèle. Et cette inspiration qui permet d'aller révéler au fond de soi, de reconnaître, de sentir et de laisser passer ses émotions, ses envies, ses besoins, ses sensations. Et c'est très utile d'avoir les deux formes dans l'éducation qui prépare et l'éducation qui inspire. Alors, je ne veux pas les mettre en parallèle avec une éducation plus formelle qui est celle qu'on reçoit à l'école et une éducation plus informelle. On peut rencontrer dans la forme d'éducation sauvage. Il y avait un papier dans Nature qui est paru il y a 2 ans, je crois, où on disait que 90% de l'éducation aux sciences, en particulier, que recevaient nos enfants, se faisait en dehors de l'école, se faisait dans le wild, dans le sauvage, dans l'extérieur, dans ce que la famille peut vous apporter, dans ce que les rencontres, dans ce qu'Internet, dans ce que l'intelligence collective et la confrontation des opinions sur les réseaux peuvent vous apporter, ou dans le bricolage, le do it by yourself, ce qu'on peut tester tout un chacun. Il y a une forme d'éducation et de compréhension des sciences et des techniques qui se développe beaucoup par ces éléments complémentaires. Donc cette éducation qui inspire, l'inspiration pour découvrir en soi et pour révéler en soi cette composante que parfois on laisse pas sortir. Alors, ce constat sur l'éducation, c'est quelque chose que je porte très volontiers aujourd'hui en étant la présidente d'un établissement public comme Univers Sciences, parce que je pense qu'il ne faut pas les opposer, ces deux formes d'éducation, mais qu'il faut vraiment rechercher la synergie, la complémentarité, et qu'il faut développer probablement par ces complémentarités d'action les intelligences. Je trouve qu'à l'école, on développe une forme d'intelligence souvent, on évalue une forme d'intelligence, et qu'il y a de multiples autres formes d'intelligence très, très différentes, très complémentaires, d'ordre, de niveau, sans les hiérarchiser, qui sont justement à mettre en synergie pour vraiment s'épanouir et se révéler. Et je trouve qu'aussi, au-delà des compétences et des connaissances qu'on peut acquérir à l'école, on a besoin aujourd'hui de talent, plus que simplement de compétences et de connaissances. Et si vous écoutez un petit peu les DRH, les directeurs des ressources humaines des grandes entreprises aujourd'hui, ils vous disent qu'on a besoin de talent plus que de compétences pour justement penser l'avenir, innover, créer, changer le monde et changer la pensée. Donc une éducation qui puisse permettre de révéler les talents. Alors souvent ils ne se révèlent pas tout seuls, et parfois ce sont des projets collaboratifs qui permettent de les révéler, parce qu'on se sent plus en confiance dans un petit groupe avec lequel on travaille, avec lequel
on se confronte, avec lequel on se challenge. Et il y a souvent des sources d'enrichissement de sa vie par ces formes d'éducation, des projets collaboratifs. Alors il y a des avancées, même dans le système scolaire classique aujourd'hui. J'ai participé à pas mal de réflexions avec la refondation de l'école et la grande loi sur l'école qui a été présentée récemment. On y a introduit, par exemple, et on renforce les parcours d'éducation artistique et culturelle pour justement essayer d'associer à côté des formes d'apprentissage habituelles tout ce qui est le développement de la sensibilité, des émotions, de la créativité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le mot créativité, il n'apparaît pas dans le socle des compétences à acquérir à l'école. Le mot de projet collectif, il n'apparaît pas. Il n'y a que des notations et des évaluations sur des progrès individuels. Donc ces éléments-là, on est en train d'essayer de faire des propositions pour les faire évoluer. On ne va pas transformer l'éducation nationale d'un seul coup, et c'est pour ça qu'il y a une très grande richesse à être en synergie, en complémentarité avec d'autres lieux de formation. Beaucoup écouter des autres, apprendre des autres. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire ce soir, parce qu'on va laisser du temps aussi pour essayer d'alimenter cette réflexion. Mais avec ces deux formes d'éducation, celle qui prépare, complétée par celle qui inspire, je pense qu'on est mieux armé pour affronter l'avenir et être plus libre dans ses choix. Et je crois qu'on se doit de penser l'avenir en utilisant ces deux composantes de soi, celle qu'on a préparée avec toute la rationalité et la démarche qu'elle peut proposer, et puis toute cette composante de l'émotion, du sensoriel, de la relation aux autres, de l'empathie, de l'écoute, de l'échange, qui doit être développée également, parce qu'on doit penser l'avenir de façon ambitieuse, et qu'on ne peut le faire que si on est dans sa complétude et dans son épanouissement. On doit penser l'avenir avec audace, je l'ai dit tout à l'heure, l'audace et le courage, ça fait partie des éléments qu'on doit porter, et je dirais souvent de la part des aventuriers, des explorateurs, ce qu'on entreprend, quand je disais ça manque de certitude, c'est ce qui est très beau aussi, c'est le désintéressement, la gratuité de l'acte, de l'esprit d'aventure, et de se lancer et d'ouvrir ces portes ouvertes. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, il n'y a rien de bien certain, mais ça vaut vraiment le coup de le tenter. Et on le fait gratuitement, pas vraiment pour soi, mais pour soi bien sûr, pour s'épanouir. Penser l'avenir avec ambition, penser l'avenir avec courage, penser l'avenir sans certitude, je reviens à cette prise de risque qu'on a déjà évoquée, et penser l'avenir différemment, laisser aller son imagination. Et là, c'est bien sûr peut-être pas dans la convergence, telle que l'évoquait Joël tout à l'heure, en tout cas dans le décloisonnement des formes de savoir, qui a une possibilité de penser différemment. Décloisonner, c'est les arts et les sciences, par exemple, faire qu'on puisse se rencontrer, se compléter cette culture. C'est un de mes combats, par exemple. Un plaidoyer pour réconcilier les sciences et la culture, pour que science, technique, pensée technique, réalisation par soi-même, innovation, ces éléments réinvestissent le champ de notre culture générale, qui est incomplète si elle n'a pas toutes ces facettes pour avoir la possibilité d'être responsable dans ses choix en possédant des clés de sensibilité ou de rationalité pour avancer. Donc le décloisonnement des disciplines, le décloisonnement des savoirs, et même on voit à quel point aujourd'hui Apple, par exemple, avec son iPhone, n'a pas fait d'innovation technologique absolument considérable, qui fait que c'est à cause de l'innovation technologique que vous avez tous votre iPhone dans la poche. Mais c'est parce qu'il y a de l'ergonomie, du design, des interfaces qui vous permettent de le posséder immédiatement. Et ça, c'est pas obligatoirement les ingénieurs avec leur formation qui vont aller s'aventurer du côté de ces formes de design associées à la construction d'un outil mis dans les mains de chacun. Voilà pour ce premier élément des conditions pour réussir une aventure, cette connaissance de soi. Ensuite, bien évidemment, la connaissance de l'environnement dans lequel on va lancer cette aventure.
Penser l'avenir par l'esprit d'aventure, ça veut dire quand même qu'on se donne le plus grand nombre de chances possibles de la réaliser, de la vivre, d'aller jusqu'au bout. Une aventure sans lendemain, comme on le dit, c'est une façon pas très satisfaisante de se projeter dans l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire être un professionnel du risque? Ça veut dire donc connaître, analyser, et puis essayer de les réduire, ces risques. Et là, on va voir apparaître des sciences, des savoirs, on va voir apparaître des savoir-faire, et on va voir apparaître peut-être aussi des savoir-être. Mais je voulais échanger avec vous sur le fait que ces sciences, ces savoirs scientifiques et les développements technologiques sont vraiment des éléments de ce progrès et qui rendent justement franchir le pas possible. Qu'est-ce qu'il y a comme savoir dans l'aventure spatiale pour se lancer dans l'aventure spatiale du vol habité, hein, celle que j'ai vécue? Bon, déjà en tant que médecin, bien évidemment, les savoirs concernant l'adaptation physiologique et médicale de l'être humain à des conditions d'environnement un petit peu extrêmes par rapport à ce qu'il vit habituellement. Bon, là, vous avez peut-être vu déjà une première partie de la mission. Vous avez vu le décollage de la fusée. Bon, une fusée, 3 étages de propulsion, des facteurs de charge pour acquérir en 8 minutes 20 la vitesse de satellisation à 28 000 km/h. Donc, des facteurs de charge importants entre 4G et 4G et demi. Des contraintes de vibration, bon, ces facteurs de charge. Tout ça, c'est des éléments dont il faut avoir analysé si l'organisme peut les supporter. Alors, comment les savoirs ont avancé dans ce champ-là, le champ de la science? Si on reprend l'aventure spatiale qui est très courte, elle a 50 ans, 60 ans. Le premier Spoutnik, c'était 57. Le premier vol de Gagarine, 61. Le premier vol de Gagarine, il a été précédé de vols non habités pour voir si à l'intérieur de la machine se comportait bien. Ensuite, de vols avec des animaux pour tester comment les animaux résistaient à ces facteurs de charge et aux conditions de vie en microgravité avant de lancer le premier homme dans l'espace. Alors, je ne dis pas qu'il y avait un risque très atténué pour Gagarine quand il a fait sa mission en 1961. Mais voilà, il y avait eu une accumulation de savoir qui ne donnait pas des certitudes, mais qui réduisait les incertitudes par rapport à cet avenir à proposer à l'homme. Qu'est-ce qu'on a fait comme étude aussi qui nécessitait des recherches et des savoirs pour se lancer dans ces aventures sur les radiations ionisantes? Et par exemple, aujourd'hui, on voit bien que sur des vols en orbite basse, comme ceux qu'on décrit ici, à 400 km en orbite, avec les protections de la station. Enfin, la station n'est pas tellement protégée, mais en tout cas, les protections extra-atmosphériques dans cette zone de 400 km en orbite, il n'y a pas trop de risques pour des vols de longue durée ou de doses cumulées de radiation. Par contre, c'est un sujet d'inquiétude quand on pense aujourd'hui à préparer des aventures plus lointaines d'exploration, par exemple des expéditions habitées vers Mars. Vers Mars, il reste des problèmes physiologiques sur lesquels on n'a pas les savoirs scientifiques qui nous permettent d'avoir acquis suffisamment de certitude. On n'a pas les savoirs scientifiques qui nous permettent de dire que le problème des radiations ionisantes sur un organisme vivant, sur ses cellules constitutrices, ne poseront pas de problème particulier à la réalisation de ce vol. Donc ces savoirs-là, il faut en avoir une partie avant de se lancer dans l'aventure. Il y a des savoirs qu'on acquiert aussi. Je disais tout à l'heure l'éducation qui prépare. Alors c'est 10 années passées en Russie pour une mission spatiale de 16 jours et une autre mission spatiale de 10 jours. Vous allez me dire, c'est beaucoup de temps passé à rien faire. Ah non, c'est pas rien faire, 10 années d'entraînement pour se préparer à des missions. Il faut qu'on sache sur le bout des doigts du par cœur à la russe, je disais, même presque à la soviétique quand on est arrivé en 92. C'était juste le moment du changement, du grand bouleversement de l'Union soviétique vers la Russie. On a appris pendant des heures et des heures tous les équipements qu'on aurait à manipuler, toute la connaissance des systèmes à bord. Donc il y avait une somme de savoir à prendre, à ingurgiter, mais qui vous donnait ensuite le background pour avoir confiance dans la technique que vous alliez être amené à mettre en œuvre.
Et puis des heures passées dans des simulateurs à répéter chacune des conditions de la mission, dans ses fonctionnements nominaux quand tout va bien, et puis dans ses fonctionnements dégradés quand il faut savoir comment réagir à une situation qui est une situation non nominale par rapport à ce qui vous avait été enseigné. Ces savoirs à acquérir, ils sont importants pour réduire le risque individuellement. Et puis, en travaillant en équipage, j'y reviendrai tout à l'heure, à cette notion d'équipe, d'équipage, du petit collectif, qui est animé par la même passion, la même curiosité, la même envie de réussir la mission qui lui est confiée. Et quand je parlais des épreuves en simulateur, simulateur de vaisseau Soyouz ou simulateur de station spatiale, mais surtout simulateur de vaisseau Soyouz, avec les heures passées à s'entraîner, un équipage de 3, il faut avoir acquis suffisamment de savoir pour se permettre de challenger le commandant d'équipage quand il y a une panne qui survient et que vous vous dites que peut-être vous avez un élément de réflexion qui permettrait de prendre une autre décision que celle que le commandant va peut-être proposer. Il faut vraiment pas se tromper, il faut pas se louper, surtout quand on est une femme dans un équipage, quand on ose dire que peut-être il y a d'autres façons de faire que celle qui est proposée. Donc cette connaissance de l'environnement, elle passe par l'acquisition de cet ensemble de savoirs. Et puis, elle passe par des développements technologiques absolument formidables. Quelqu'un a évoqué les auteurs de science-fiction, Jules Verne. C'est vrai qu'on voit bien que tous ces éléments d'aventure, d'exploration, il y a un superbe objet technologique à la base. Un bathyscaphe, une fusée, une station spatiale, et toujours un élément technologique qui permet d'aller au bout de cette aventure. Et la fusée, la station spatiale, bon, vous en avez vu des morceaux. On a déjà passé les 2 missions. La fusée, bien évidemment, une fois que le Zajiganye, la mise à feu, est prononcée, il faut avoir vraiment, par l'équipe d'ingénieurs qui l'a préparée, et par l'équipe de concepteurs de la fusée, que tout ait été anticipé, prévu, pensé. Parce qu'une fois qu'elle part de façon autonome. Bon, il y a plein de circonstances qui peuvent intervenir, mais tout ça doit avoir été anticipé dans un mode de fonctionnement nominal, je le disais tout à l'heure, dans des modes de fonctionnement dégradés, avec des modes de doublure, voire triplure. Il y a toujours des solutions de rechange. J'en parle avec beaucoup de plaisir. Et quand je pense au système russe, qu'on dit souvent être un système très rustique, c'est vrai que la fusée Soyouz sur laquelle je me suis envolée n'était pas très différente de la fusée Semyorka avec laquelle il y a eu les premières missions habitées. Donc beaucoup de fiabilité, de fiabilisation par la redondance des systèmes. Et ça vient de l'anticipation, de la prévision, de la modélisation que les ingénieurs ont pu proposer. La station spatiale, la station Mir, qui a vécu 15 ans dans l'espace, son grand système de maintenance, alors que la plupart des grands outils technologiques ont que ce soit des avions, que ce soit des trains, ont des maintenances très régulières. La station spatiale, elle a vécu pendant 15 ans pratiquement sans aucune opération de maintenance ou à minima. Et la station spatiale internationale aujourd'hui, qui est en orbite depuis plus de 10 ans aussi maintenant, a été bien pensée, bien conçue, avec toute cette anticipation de ces développements technologiques qui font que les choses sont possibles. Connaissance de soi, connaissance de l'environnement, et puis connaissance des autres. Connaissance des autres, c'est ce petit collectif dont je parlais tout à l'heure, cet équipage, cette équipe avec laquelle on va travailler, se former, être capable de réagir à toutes les situations. Alors, sûrement porteur d'une forme de vision, de passion dont je parlais tout à l'heure, et cette passion partagée qui fait qu'on va jusqu'au bout de la mission qui nous est confiée. Il y a un petit collectif, et puis un grand collectif qui sont tous ces chercheurs, tous ces ingénieurs qui préparent la mission, qui préparent les objets, qui font en sorte que ce soit possible
tout le monde ne peut pas être aventurier et porteur de l'aventure. Il faut aussi qu'elle soit préparée, anticipée, qu'elle soit concrètement possible. Et c'est tout ce grand collectif qui y contribue. Mais au-delà de ça, en parlant de l'aventure spatiale, je voulais insister sur une autre forme de collectif qui est le nous. Et je trouve qu'il y a très peu de choses qu'on peut vivre aujourd'hui qui font qu'on peut parler au nom du nous, incarner le nous. Nous en tant qu'être humain et en tant que citoyen d'une nation. Et pour ça, c'est vrai que c'est intéressant de parler de l'aventure spatiale, qui est une histoire courte, hein, je le rappelais, 55 ans, soit 60 ans à peine. Et je dirais qu'il y a deux versants dans cette courte histoire de l'aventure spatiale qui sont intéressantes et qui permettent de parler du nous. Et penser l'avenir, c'est aussi penser notre avenir pour nous. Et je trouve que la conquête de l'espace, dans ces 50 premières années, ça a été aussi beaucoup une conquête de la Terre. Et c'est vrai que se mettre à distance de la planète, de la Terre, nous a donné des éléments qui nous permettent de mieux la connaître, qui nous permettent de mieux la penser, de mieux prévenir les effets que l'humanité pourrait avoir sur sa propre préservation de la planète et de son environnement. Donc je crois qu'un des plus grandes réussites de la conquête spatiale, ça a été cette conquête de la Terre et sa meilleure connaissance et sa vision à distance, son appréhension à la fois de sa beauté, de l'émerveillement qu'elle procure, mais aussi de sa finitude, de la dégradation que l'homme peut y porter, de l'épuisement de ses ressources et donc de cette responsabilité que nous avons en tant qu'être humain par rapport à cette planète. Ça nous a permis, cette conquête spatiale, de mieux connaître la Terre, sûrement, de voir se développer cette conscience écologique. En fait, elle est apparue là aussi récemment, dans les 50 dernières années, par cette vision de la Terre à distance, de sa fragilité et de sa finitude. Et c'est une chose importante. La conquête spatiale, elle a permis, je le disais, des développements technologiques considérables, bien sûr dans le champ de l'électronique. Et quelque chose qui m'a souvent frappé, c'est arriver à la Cité des Étoiles près de Moscou pour l'entraînement d'astronautes avec les premières préparations sur les simulateurs du vaisseau Soyouz, avec des salles d'informatique de, je sais pas, 600, 700 mètres carrés, pratiquement remplies d'ordinateurs pour permettre le fonctionnement de ce simulateur, et en être parti en 2001, où à la limite, le programme de simulation se téléchargeait, pas avec une clé USB quand même pas, mais enfin avec une réduction considérable, à la fois par la réduction au niveau de l'électronique, de la microélectronique, et puis ces éléments de numérique et de digitalisation qui sont apparus. Un petit aparté aussi sur cette notion du numérique et des multiples données qu'il est nécessaire de traiter à partir de ce qu'on obtient par les satellites en orbite autour de la Terre aujourd'hui. Le traitement de ces données, les modélisations, les simulations, on voit à quel point ça nourrit la connaissance de notre planète. Et quand je disais le nous tout à l'heure, c'est un nous d'humanité, quand je disais la préservation de la planète, sa meilleure connaissance, comment on peut mieux y vivre, mais c'est aussi un nous de nation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les stratégies associées aux conquêtes de l'espace peuvent aller jusqu'à des stratégies de déni de l'accès à l'espace. À un moment donné, il y avait de la compétition, la guerre froide, la compétition entre les premières soviétiques et puis le premier pas de l'homme sur la Lune par les Américains, ces affrontements. Mais aujourd'hui, on en est pratiquement dans des stratégies d'empêcher d'avoir accès à l'espace. Parce qu'avoir accès à l'espace, c'est stratégiquement hyper important pour avoir toutes ces données, les utiliser pour nous, nation. Et bien sûr, Dieu merci aussi pour nous, humanité. C'est la première partie de cette conquête spatiale qui permet de parler du nous. La deuxième partie qui permet de parler du nous, c'est de parler de l'exploration. L'exploration,
Au-delà, c'est vrai que Tsiolkovsky avait eu une phrase très belle en disant que la Terre était le berceau de l'humanité, mais que l'humanité n'était pas destinée à rester dans son berceau. Alors on est un petit peu sorti de son berceau, comme le disait joliment Jean-Pierre, on est dans le parc, on est encore un bébé dans son parc aujourd'hui, on n'est qu'à 400 km en orbite pour les vols habités, mais que l'exploration, ces forces profondes qui sont en nous, cette humanité, vont nous amener à aller découvrir plus loin, à porter toujours plus loin ce regard de l'exploration. Et les missions martiennes seront probablement l'étape à venir. Quand est-ce qu'elles auront lieu? Je ne vais pas faire des révélations ce soir et personne ne le sait précisément dans cette salle. Elles ne sont pas encore planifiées en tant que mission habitée, même s'il y a des merveilleuses missions automatiques, que le robot Curiosity en particulier nous donne des images merveilleuses de son exploration de la planète rouge. Mais les missions habitées ne sont pas encore planifiées, mais elles font partie de cette exploration, de ce regard encore tout au-delà, et vous aurez des belles interventions dans les jours qui viennent, je pense, pour amener à penser cet infiniment grand, cet infini. Et j'en discutais juste avant de monter sur scène avec Jean-Noël Ropion tout à l'heure. Je proposais comme thème pour l'année prochaine quelque chose du domaine de changer d'échelle dans le regard qu'on peut avoir sur le monde, la façon de le considérer. Changement d'échelle, c'est important. La mondialisation, bien sûr, la globalisation, la vitesse, le temps accéléré, l'infiniment grand que vous allez effleurer dans la semaine, l'infiniment petit, probablement. Le changement d'échelle est quelque chose qui me paraît important. Voilà, j'ai parlé des moteurs, j'ai parlé des conditions de la réussite avec ces éléments de connaissance. Et puis un jour on part, une fois que le moteur a été bien chauffé, qu'on a toutes les conditions pour entreprendre l'aventure. Et c'est Alexandra David-Néel qui disait une très jolie phrase pour l'aventure. Elle disait « Une fois en chemin, tout se simplifie ». Et c'est un peu vrai. C'est un peu vrai, une fois qu'on a franchi le pas. Bien sûr, comme le disent très joliment les Russes, malgré toutes ces années d'entraînement et de préparation, c'est-à-dire que rien ne sera comme ce que vous aviez prévu qu'il soit. Mais moi, je l'ai souvent dit à ma première mission spatiale, ma première perception des choses, vision par le hublot, sentiment de mon corps en microgravité. Mais c'était encore plus beau que tout ce que j'avais pu imaginer. Alors, Wsiobudiettnietak, non, c'était pas comme je l'avais imaginé, c'était pas comme on me l'avait raconté. Ce que j'ai vécu était encore beaucoup plus fort. Donc, effectivement, ça simplifie quand on y va. Et là, un petit clin d'œil pour les jeunes filles, parce que des jeunes femmes et des jeunes filles qui sont venues me rencontrer tout à l'heure, avant que je ne démarre ce moment pour vous parler, ils me disaient pourquoi il n'y a pas plus de jeunes filles que ça dans cette aventure du spatial, de jeunes femmes astronautes. Et je leur disais effectivement, il y a 10% de femmes dans le corps des astronautes. Quand j'ai passé la sélection en 1985, il y avait 10% de candidatures féminines par rapport à l'ensemble des candidatures. Et je me disais, tout ça va changer aussi. Et il y a une nouvelle sélection de l'Agence spatiale européenne en 2008, et il y avait toujours que 10% de femmes. Et donc moi, aujourd'hui, je ne suis plus astronaute de l'Agence spatiale européenne. Il y a de nouveau une femme, une jeune italienne, Samantha Cristoforetti, une jeune femme tout à fait exceptionnelle. Mais voilà, il y avait encore en 2008 seulement 10% de femmes qui ont candidaté à ces métiers. Pas qu'à ce métier-là, dans les carrières scientifiques, des sciences dures, on sait bien qu'il y a une sous-représentation des jeunes filles. Et ça me faisait poser la question un petit peu de pourquoi n'exerce-t-elle pas cet esprit de liberté dont je parlais tout à l'heure. Je pense qu'il y a des poids, des stéréotypes, là, peut-être aussi une forme d'autocensure. Enfin, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir sur cet équilibre un petit peu mieux réparti. Moteur, conditions, le départ, et puis le retour.
Alors, bien sûr, après avoir vécu des choses comme ça, on revient. Qu'est-ce qui a compté pour moi dans le retour? Cette notion de transmission, parce que je l'ai dit, j'ai eu cette chance de faire partie des 550 privilégiés qui l'ont vécu. Et je pense que le partager, c'est important, et que le transmettre, ça permet aussi de transmettre du goût, du plaisir, de la passion, de l'enthousiasme, de l'envie d'agir. Et donc transmettre ce goût et ce plaisir, c'est très important. Et puis prendre ce temps de raconter l'histoire. On parlait tout à l'heure du temps qui allait vite, du temps qui était accéléré. Je trouve qu'on prend pas toujours assez le temps de parler, d'échanger, de raconter les histoires de vie. Et l'aventure, ça permet de raconter des histoires de vie, d'incarner des mondes, d'inspirer, de transmettre aussi une forme de sagesse. Je disais tout à l'heure, même si quand on y va, tout se simplifie une fois qu'on est parti, ben non, il y a beaucoup d'essais, d'erreurs, de choses qu'on n'a pas réussi. Et la difficulté du chemin permet parfois d'accueillir des petites formes de sagesse pratique. Et que là aussi, c'est bien de prendre le temps de les transmettre. De faire des pauses, de faire parfois des resets par rapport à un chemin un petit peu accéléré. Alors c'est peut-être un petit peu ce que Marcel Proust voulait nous dire quand nous parlait de la recherche du temps perdu. Mais c'est pas du temps perdu, du temps qu'on passe ensemble, c'est du temps qui va avec l'exploration de soi, avec l'expérience du monde, et c'est important de le partager. J'aime bien parler de Marcel Proust parce qu'il a une très belle phrase aussi quand il parle de la découverte. Et il dit, le voyage de la découverte, c'est pas tant d'explorer de nouveaux paysages, c'est surtout de changer de regard. Et c'est aussi un petit peu ce propos que je voulais partager avec vous. Je vais terminer avec une phrase que j'aime beaucoup aussi. Parce que je pense qu'il faut parier sur l'improbable et que parfois l'improbable devient du possible. Et la phrase, c'est « Visez toujours la lune, parce que même en cas d'échec, vous retomberez dans les étoiles. » Merci beaucoup. Je vous disais qu'on avait beaucoup de chance. C'est très rare que sur un plateau, on ait deux astronautes ou un astronaute et un cosmonaute ou deux cosmonautes, comme vous voudrez. C'est le cas ce soir. Donc, vous avez la possibilité de leur poser toutes les questions que vous souhaitez, naturellement. Et moi, j'ai déjà une première réflexion après vous avoir écouté. Je dis souvent à mes patients, quand vous faites le tour du monde, quand vous traversez la route, vous faites toujours un premier pas. Et c'est le même. C'est le même premier pas. Et je trouve que c'est c'est plein d'espérance de savoir que ce premier pas peut en amener un second, puis un troisième, etc., etc. Et il faut se faire confiance, non pas pour tous les pas à faire, mais pour le premier, très souvent. Voilà, je voudrais savoir un petit peu maintenant si Jean-Pierre Agnuret a, lui, conservé quelque chose de très émouvant durant cette carrière de cosmonaute. Ce qu'il garde de cette expérience en tant qu'homme. On parlait tout à l'heure de changer d'échelle, mais est-ce que Jean-Pierre Agnuret, lui, il a changé d'échelle? Oui, certainement. En tout cas, quand on a la chance de vivre des expériences comme celle-là, où on est un des éléments d'une chaîne, on a parlé de collectifs tout à l'heure, ce sont des collectifs de centaines de personnes qui préparent nos missions, et on est au bout de la chaîne, donc on a quelque part la vedette, la gloire et tout le plaisir. On a aussi toute la responsabilité, puisqu'il y a un lourd programme scientifique. Mais surtout, il y a un mot important auquel je tiens dans l'aventure, c'est la passion. Je crois que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on vit dans un
dans un milieu où on marche autant à la passion qu'à la raison. Et c'est souvent d'ailleurs la passion qui indique la direction du chemin, ce chemin étant après choisi plus finement au travers de la raison. Mais les deux sont absolument inséparables. Et quand on fait des métiers comme celui-là, on a un énorme plaisir permanent parce qu'on travaille à la fois dans le progrès. On voit ici dans ces missions qu'il y a un aspect scientifique, évidemment, l'ensemble des expériences scientifiques, mais il y a aussi tout l'aspect technologique. Claudie a parlé de l'aspect absolument spectaculaire et merveilleux que sont ces engins, une station spatiale, une fusée. On peut en reparler, aller plus dans le détail, mais ce sont des engins absolument extraordinaires et qui, comme les engins aussi mythiques que le Nautilus pour le capitaine Nemo, enfin pratiquement dans toutes les aventures de Jules Verne, le grand inspirateur de l'aventure, il y a toujours un outil technologique qui est le fruit du génie collectif d'une équipe d'ingénieurs, de techniciens, qui permet à l'homme de vivre sa vie de héros, de saisir son destin et d'aller aux avant-postes, comme ça, en avant-garde, pour ouvrir le champ du possible de l'humanité et de la vie en général, je crois. Mais pour répondre plus précisément à votre question, moi, je sens plus pilote à la limite qu'astronaute, puisque j'étais successivement pilote de chasse, pilote d'essai et astronaute. Et en fait, ce qui m'a plu et épanoui dans ma vie, c'est cette alternance de réflexion et de travail collectif pour développer des technologies et après utiliser, alors en tant que pilote d'essai, les essayer, même les mettre au point, utiliser ces technologies pour essayer de participer au progrès de l'humanité. Et c'est vrai que quand on est dans des technologies qui sont des technologies de pointe comme celle-là, l'Europe a été très longtemps la troisième puissance spatiale du monde. Et c'est vrai que ces programmes de volabilité, c'était des programmes à la pointe qui étaient réservés à un petit club d'industriels, de spécialistes et d'ingénieurs de très haute technicité. Et quand on a la chance de faire partie de ces équipes, c'est un petit peu comme un sportif qui participe aux Jeux Olympiques. On a l'impression qu'on est en avant-garde et pionnier du progrès. Et en cela, on a l'impression d'être vraiment l'utile à l'humanité. Donc il y a la double satisfaction de s'accomplir personnellement. Et Dieu sait si des expériences aussi riches que celle-là, qui vous emmènent en dehors de votre monde, en dehors de votre vie, vous apportent un accomplissement personnel. Pour être un peu trivial, je dirais qu'on ne peut pas louper sa vie quand on a réussi à faire une mission spatiale ou deux. Et on voit la Lune au-dessus. Il suffit de la regarder en se concentrant un peu et en imaginant Aldrin et Armstrong, qui ont été les premiers humains à poser le pied sur cette planète. Ça vous a marqué, ça ? Même encore maintenant, quand j'y pense, puisqu'on n'y va plus, en fait. C'est ça, la particularité de cette période, c'est que pour la première fois, des technologies possibles que l'homme a rendues possibles ont été abandonnées. Il y a deux exemples, moi, qui me rendent un peu pessimiste. C'est justement le renoncement à cette exploration lointaine, ou passager, parce que je suis convaincu que l'exploration, c'est quelque chose qui appartient intrinsèquement à l'homme et que l'espace est la direction naturelle maintenant des explorateurs, et donc on continuera. Mais il y a deux technologies qui ont été abandonnées. La navette spatiale américaine, et qui n'a pas été remplacée par une autre technologie plus performante, plus économique, plus ce que vous voulez, mais elle a été carrément abandonnée. Et Concorde, par exemple, qui est une technologie d'avant-garde, ces technologies n'existent plus. Et ça, c'est pas un grand... Moi, j'ai participé à une époque où, en tant qu'ingénieur, officier, pilote d'essai, participant au développement de la technologie, le développement d'une technologie était un garant de progrès de l'humanité. En tout cas, il nous donnait un optimisme sur les capacités de l'homme à maîtriser son destin qu'on ne retrouve plus malheureusement tout à fait aujourd'hui. Pour quelle raison on a arrêté la Lune ? On a arrêté la Lune pour des raisons raisonnables, probablement politiques et économiques, c'est-à-dire et industrielles, principalement, je dirais. Parce que les industriels de l'espace de cette époque, Boeing, Lockheed et puis Khrouchtchev de l'autre côté, du côté des Russes, étaient dopés aux nouvelles technologies. Et donc, du côté des États-Unis, une fois qu'on a accompli l'exploit, alors même que probablement on n'avait pas bien préparé
le suivi scientifique de ces missions. Par exemple, participer à essayer de développer l'installation d'une station permanente sur la Lune, comme il y a eu des stations, comme il y a des stations en Antarctique, par exemple, aujourd'hui. On pourrait établir un parallèle, même si d'un point de vue financier, c'est quand même légèrement différent. Mais ayant l'outil technologique ayant été développé, les industriels avaient un besoin comment dirais-je, saisissant d'avoir à la charge des nouveaux programmes de développement technologique pour équilibrer leur budget, faire fonctionner leur bureau d'études. Et donc il y a une espèce de dope à la technologie pendant la guerre froide sur laquelle il y a eu une continuité qui a fait qu'on a dû abandonner les missions sur la Lune pour justement financer le programme de développement de la navette qui a été aujourd'hui abandonné pour on ne sait pas quoi. Donc cette logique qui, de par ailleurs, c'est le côté un peu pessimiste sur l'espace, il y a un côté largement positif, c'est qu'aujourd'hui, les technologies spatiales, dans leur ensemble, la maîtrise des applications en particulier, on a cité le GPS tout à l'heure, les télécommunications, la télévision directe, la transmission de données, la météorologie, bon, j'en passe. Aujourd'hui, l'espace est présent. Comme M. Jourdain fait de la prose sans le savoir, aujourd'hui on fait de l'espace tous les jours sans le savoir. On a un besoin essentiel des moyens spatiaux pour la vie, pour l'économie, pour l'agriculture, pour la santé. Par exemple, on peut faire des prévisions de risques de paludisme dans les territoires tropicaux au travers de l'analyse des photos qui sont prises depuis l'espace. Le champ d'application est absolument énorme, sans parler des applications militaires qui sont telles qu'aujourd'hui, comme l'a dit Claudie tout à l'heure, si les États-Unis à une époque visaient la supériorité dans toutes les technologies spatiales pour être les leaders dans le secteur et rester ces leaders, aujourd'hui, ça s'accompagne d'une autre, comment dirais-je, enfin une posture politique qui est l'access deny, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant, les forces américaines sont devenues tellement dépendantes des moyens spatiaux que la destruction ou l'endommagement de leurs moyens spatiaux provoquerait une catastrophe sur leur supériorité militaire et qu'aujourd'hui, un des scénarios qu'ils étudient, c'est d'interdire à une nation l'accès à l'espace pour l'empêcher de détruire les moyens spatiaux. C'est dire combien les moyens spatiaux sont critiques d'un point de vue militaire, au-delà des applications civiles qui sont, encore une fois... Donc même dans l'espace, il y a encore une guerre de pouvoir. Il y a une guerre de pouvoir, mais oui, c'est pas le propos que je voulais illustrer, c'était que les progrès sur ces 60 ans de vie de l'histoire de la conquête de l'espace, on a fait des progrès absolument considérables et on est aujourd'hui complètement dépendant de ces moyens-là. Qui sont les leaders aujourd'hui ? Les leaders sont les Russes, les Américains, l'Europe et puis les Chinois très près derrière et les Indiens qui vont suivre. Les Indiens. Oui, d'accord. Et ce qui m'a frappé personnellement, c'est que depuis quelques années, on va dire 3 années, on évoque ce souci de la part des scientifiques, des astrophysiciens et des politiques, donc, de rechercher d'autres formes d'existence ou d'autres formes de vie. Et ça a commencé petit à petit par la découverte des exoplanètes. Je trouve qu'on parle de plus en plus et de plus en plus facilement du fait qu'il existe des exoplanètes, du fait qu'il existe des planètes potentiellement habitables. Et la toute dernière révélation de la NASA, donc, c'est de dire que la prochaine mission sur Mars sera bel et bien... Enfin, les objectifs sont bel et bien de rechercher des traces de vie sur Mars. Est-ce que ça a été une préoccupation constante dès le départ de savoir si effectivement on était seul ou pas ? Je pense que ça participe de pratiquement tous les programmes scientifiques. Par exemple, dans ma mission, j'ai fait une sortie extravéhiculaire où on a exposé des briques d'ADN à l'extérieur, au vide spatial, donc au bombardement du rayonnement cosmique, au gradient de température, plus de 100 degrés, moins 200, surtout les ultraviolets qui sont apparemment... les rayonnements les plus agressifs pour ces briques de vie humaine.
pour identifier justement si la vie terrestre pouvait avoir une origine extraterrestre ou pas. Hein. Et donc ces briques n'ont pas été endommagées quand on les a récupérées. Et aujourd'hui, c'est le laboratoire d'Orléans qui s'occupe de ça, avec un professeur dont le nom m'échappe maintenant, mais qui est très connu. Et aujourd'hui, donc, on ne sait pas, mais en tout cas, l'hypothèse extraterrestre n'est pas impossible parce que justement, ces briques étaient en bon état. Mais oui, c'est une... Il y a un côté... On a parlé de Darwin aussi, c'est Joël de René qui en a parlé tout à l'heure. Je crois que dans l'exploration, il y a un côté de réflexe darwinien. Et cette conviction, elle vient d'une expérience personnelle. Je pourrais vous citer rapidement. C'est lors d'une sortie extravéhiculaire. La sortie extravéhiculaire, c'est quand on enfile un scaphandre de 200 kg, pas celui que vous avez vu sur Claudie, qui est un scaphandre là, intravéhiculaire qu'on utilise par sécurité à l'intérieur des véhicules. Non, là, on sort dans le vide spatial, le vide absolu. Toujours en apesanteur, donc avec ces risques de décrochement. Ce sont des missions, missions opérationnelles, les parties de missions opérationnelles qui sont extrêmement risquées. Et donc on sort, moi je me souviens très bien, donc j'étais responsable de l'ouverture de l'écoutille du SAS. Donc vous imaginez qu'on est dans un tube de 2 mètres de diamètre, 2 mètres de long, à deux, on fait toujours à deux comme les motards, parce qu'on assure la sécurité réciproque. On fait le vide, et puis le vide à l'intérieur du SAS, dans l'obscurité, avec tout le matériel scientifique qu'on a autour, sans appui. Et ça, on le répète ça immédiatement. On le répète, ça On le répète un peu oui. au sol, mais on peut jamais... mais c'est jamais l'expérience. Ni d'un point de vue physique oui. pur, puisqu'il y a toujours la viscosité de l'eau, on a toujours des équipes autour de nous oui. pour assurer notre sécurité. Et le vide absolu, je peux vous dire que physiquement, c'est quelque chose... Bon, le vide absolu, c'est rien, c'est le vide intégral. Mais d'un point de vue psychologique, c'est quelque chose d'extrêmement stressant, puisqu'on sait que bien une valve mal fermée, une déchirure, et on peut avoir que quelques dizaines de secondes de survie qui ne suffisent pas pour se remettre en sécurité quand on est à l'extérieur de la station. Et puis, la force physique aussi, parce que le scaphandre est gonflé à 0,55 atmosphères, c'est-à-dire comme un pneu de vélo très gonflé. Il est extrêmement rigide et chaque geste que l'on fait coûte énormément en effort physique. On dit qu'une sortie extravéhiculaire de 6 heures, c'est l'équivalent de 2 matchs de football l'un après l'autre. Et je me souviens moi-même qu'au bout d'une demi-heure, j'avais des ampoules de sang sur les doigts parce que dans le système russe, on crapahute avec ses mains, comme un alpiniste, on s'assure avec des crochets. Et puis on rampe pour aller à l'endroit où on doit travailler. Et je me souviens donc, c'est moi qui devais ouvrir cette écoutille qui s'ouvrait vers l'extérieur, paradoxalement. Et donc, ils font 400 km en dessous l'Afrique, avec des petites lumières. Et là, je pense à ces Africains qui étaient, certes, peut-être dans des conditions de vie un peu spartiates, mais en tout cas, qui étaient au sol bien tranquilles, en toute sécurité. Je me dis, tiens, finalement, à ce moment précis, je crois que je les ai enviés. Et puis, mon commandant de bord a grommelé, donc je suis sauté dans le vide, là, sans savoir trop comment ça allait se passer. Une expérience vraiment très forte et extraordinaire. Et donc, pour vous situer le stress, quand même, malgré tout l'entraînement, bien que je sois pilote de chasse, pilote d'essai, que je sois habitué aux opérations, y compris difficiles. Et puis, je me souviens qu'au bout de 35 minutes, 40 minutes, et je me souviens encore qu'à ce moment-là, on passait au-dessus de la Chine. Et là, j'ai commencé, bien sûr, j'avais commencé à travailler. Et puis, je vois mon commandant qui était avec son scaphandre, qui avait une grande lance. Et je pense à ces soldats, vous savez, de terre cuite chinoise qui sont enterrés avec leur empereur. Et je vois mon commandant avec sa lance et qui me fait penser à ces chevaliers. Et je dis, ben, nous aussi, quelque part, on est des vigies à l'avant-poste de l'humanité, puisque au-delà de nous, il n'y avait pas d'humains. Mais surtout, et pour illustrer votre question, ce sentiment extraordinaire que finalement, il n'y avait plus de stress. J'étais à ma place. J'étais là avec un rôle, avec une mission. Et parmi cette mission, c'était de ne pas me laisser défier par ce vide, par le rayonnement cosmique, par ce risque d'être décroché, par ces moyens physiques qui m'étaient absolument essentiels pour revenir dans la station. J'étais bien là à ma place. Et ce que j'étais en train de faire, c'est imposer ma vie à un endroit où on n'en voulait pas. Et je crois que c'est ça un peu qu'il y a derrière cette quête d'espace, cette quête d'impossible, mais pas impossible inconscient. On prend des risques démesurés. Il y a ce désir, par l'intelligence, par l'action collective, par le courage quelque part, de
donner d'autres possibles à la vie. Et quelque part, je crois qu'on a une programmation pour ça. Et c'est ça le sens, je crois, un des sens importants. C'est pour ça qu'on recherche la vie aussi. Tout ça étant guidé par la passion, naturellement. Soutenu par la passion, sous-tendu par la passion, en permanence. Je crois qu'il y a un appel. Moi, la première fois que j'ai vu une fusée décoller, c'était Jean-Loup Chrétien en 88, dans des circonstances assez exceptionnelles d'ailleurs, puisque par hasard, j'ai pu accompagner la délégation présidentielle de Mitterrand qui allait sur place. Et je me souviens avoir vu dans cette nuit-là, en m'approchant, la fusée qui était éclairée, c'était un décollage de nuit. Et arrivé, donc c'était la première fois que je voyais une fusée, c'était la première fois, bien sûr, que je voyais un vol habité. Jean-Loup était déjà avec son équipage en haut de cette fusée, au sommet, et j'ai vu décoller, disparaître dans le ciel, et ce sentiment, une conviction indiscutable. Il n'y avait même pas de doute, ça ne se discutait même pas. Il y avait ceux qui y allaient, comme Jean-Loup, et ceux qui y restaient. Moi, j'y restais aujourd'hui, mais j'ai eu ce désir, ce besoin absolu de tenter ma chance jusqu'au bout, parce qu'il y avait comme un appel. Il y avait un film comme ça. C'est assez difficile à définir. Bienvenue à Gattaca, c'est cette... C'est ce qu'on a de commun, et donc je crois que c'est ce que Claudie a cherché à développer tout à l'heure. Je crois que dans la découverte, dans le sens dans ce désir qu'on a d'aller plus loin, et je pense que quelque part, on parle là d'expérience physique, d'expérience d'aventurier, d'expérience physique, mais je crois que les chercheurs, dans leur laboratoire, quand ils passent des années sur un paradigme, à essayer de démontrer une équation, par exemple, pour un mathématicien, il y a une réelle passion, il y a un appel, il y a quelque chose en soi qui vous pousse au-delà même de la raison, parce que souvent même ce qu'on fait n'est pas toujours raisonnable. C'est pas forcément raisonnable de passer 20 ans sur une équation, c'est pas forcément raisonnable de risquer sa vie pour faire des opérations dans l'espace. Et ça, c'est un moteur important, et je crois que c'est un moteur important dont il faut tenir compte dans tout ce qu'on fait, quand on a un projet ambitieux et quand on s'entoure de personnes, forme une équipe, pour justement aller affronter une inconnue, que ce soit une inconnue comme celle de l'exploration ou simplement monter un projet un peu compliqué, comme j'ai eu l'occasion par exemple quand j'ai travaillé sur le projet Hermès, l'avion spatial Hermès, qui malheureusement n'a pas abouti. Alors, est-ce qu'il y a des appels d'offres renouvelés pour redevenir astronaute ou cosmonaute? Parce que c'est bien de passion dont vous parlez. Cette passion, vous vous efforcez de la transmettre aux jeunes gens. Et si ces jeunes gens se disent moi j'ai envie de faire ça, est-ce qu'ils pourraient faire ça finalement? Je pense qu'il y aura probablement au niveau européen une autre sélection, je ne sais pas dire quand exactement. Bon, 2008, la précédente, c'était il n'y a pas très longtemps. Combien ont-ils été sélectionnés? 6, je crois, 6 nouveaux astronautes. Parce que depuis le début, c'est 550, c'est ça? 550 au niveau mondial. C'est pas beaucoup quand même. C'est un Non, petit c'est créneau, pas... on va dire. C'est un petit créneau, c'est une petite spécialité. Oui. Et il y aura probablement d'autres sélections. Alors, il y a des critères bien connus. Je crois qu'il faut avoir tous les aspects d'aptitude physique, parce que ça, c'est aussi le merveilleux de l'histoire. Quand on parlait d'incertitude tout à l'heure, on vous sélectionne. Bon, pour nous, on nous a sélectionnés en 85. Jean-Pierre a fait sa première mission en 93. On est en train de fêter les 20 ans de son premier vol. En 96, donc 11 ans après le moment de la sélection, avec une autre mission en 2001. Donc les médecins qui nous sélectionnent à un moment donné doivent aussi prévoir et prédire que l'aptitude physique sera conservée pendant de longues périodes. Donc il y aura probablement des sélections. Dire que se présenter à une sélection vous ouvre les portes de devenir un candidat astronaute. Oui, sans doute, si vous ne vous présentez pas à la sélection, vous n'avez aucune chance de le devenir. Après, quel est le meilleur conseil à donner pour que ça marche? Mais je crois qu'il faut tenter sa chance. Il y en aura probablement que les enfants aujourd'hui à l'école, les enfants qui ont 10 ans, pourront peut-être participer à des aventures martiennes habitées, soit en construisant la fusée, soit en étant les chercheurs qui permettront de trouver ce qui permettra d'envisager
avec confiance 18 mois de mission, ce qui est quand même très différent, avec des conditions d'autonomie de l'équipage tout à fait différentes par rapport à un vol en orbite basse. Il y en aura, oui. Ils doivent être nés quand même, les jeunes qui iront sur Mars. Les prochains sont déjà nés. On vous voit sortir de cette capsule soutenue par 2 personnes, ensuite installées dans un fauteuil très confortable. Mais en même temps, vous semblez très, très, très fragilisé. On prend soin de vous énormément, on vous soutient. C'est éprouvant ce moment-là quand on sort. On tient plus debout. C'est quoi? C'est le mal de terre? C'est parce qu'on est déshabitué de la pesanteur, ayant vécu en apesanteur, c'est ça? Il y a plusieurs éléments. Bon, moi, j'ai vécu des vols de courte durée. Donc, les images qu'on voit, en fait, c'est très fugitif parce qu'au bout d'un quart d'heure, on a tout à fait récupéré ces réflexes. Sur les missions de longue durée, Jean-Pierre, par exemple, ayant volé 6 mois, Oui. Après un retour d'une mission de 6 mois, c'est vrai que le temps de récupération est plus long. Mais quand même pour dire que sur le système russe, la phase de retour est quand même une phase qui, physiquement, est interpellante pour l'organisme. Le retour, le freinage, le passage des couches denses de l'atmosphère, le plasma, l'échauffement. Dieu merci, il y a un bouclier thermique, bien évidemment. Il y a du bruit dans tout ça? Freinage. Un peu de bruit, pas trop, mais surtout après beaucoup des facteurs de charge importants. Là aussi, il y a 4G de facteurs de charge à la descente. Et puis l'ouverture des parachutes, une fois que la capsule est suffisamment freinée, une coupole de 1000 mètres carrés, donc un parachute qui se déclenche par petits morceaux de parachute précurseurs. Ça bouge quand même beaucoup sous ces parachutes. Ça va un petit peu au-delà de ce que notre système vestibulaire est capable d'appréhender normalement. On se parle entre médecins, donc c'est quand même un petit peu déroutant. Et puis l'impact au sol, puisqu'on atterrit ce parachute dans les steppes du Kazakhstan. Donc tout ça est déjà quand même un retour un peu sportif. Et puis, effectivement, vous avez vécu 15 jours, 3 semaines en microgravité avec un système cardiovasculaire où ça n'avait plus d'importance, le gradient de pression hydrostatique, où les fluides étaient répartis de façon homogène dans l'organisme. Et là, d'un seul coup, on retrouve la gravité avec les fluides qui vont du haut vers le bas. Et puis, éventuellement, parce qu'on ne contrôle pas bien ces mécanismes-là, on n'a pas réadapté complètement son organisme. Des petites pertes de connaissances éventuellement si on ne se prépare pas suffisamment. Et puis surtout le fait qu'on vous porte en sortant de la capsule, c'est tout ça qui s'accumule. Et puis il faut se réadapter à la gravité, il faut retrouver ces capteurs de proprioception et d'extéroception, ceux des articulations et ceux de la peau, pour retrouver son équilibre. Non, on n'a pas besoin d'avoir son équilibre en microgravité. Il n'y a pas la force de gravité qui fait que vous devez vous caler dans un polygone de sustentation pour ne pas tomber. Il n'y a pas besoin de ça. Vous ne tombez pas en microgravité ou vous tombez tout le temps. Mais à 28 000 km/h, à 90 minutes, un tour de terre. On se fait pas mal. On se fait pas mal. Et donc le retour est un peu sportif. Ça dure très peu de temps. Mais et puis on a peut-être envie aussi de. Il y a plein de caméras autour ensuite. Oh. Ça va très vite le retour. Alors moi je suis toujours épatée par le système de prévision de l'atterrissage du vaisseau où on est repéré très vite, où la précision d'atterrissage est très rapide. Donc en fait vous arrivez, il y a déjà l'attente des médecins qui est là sur place pour vous accueillir. En fait on a très vite fait de reprendre tout. Le corps humain s'habitue très vite à des situations extrêmes et se réadapte très vite. Vous imaginez quand même que les enfants du couple Aigneret, lorsqu'ils remplissent une fiche d'examen, profession du père, cosmonaute, profession de la mère, cosmonaute, vous imaginez la tête de l'enseignant? Quand même. Est-ce que vous avez des questions à poser à Claudie Aigneret ou Jean-Pierre Aigneret? Oui, Cyril. Qu'est-ce qu'elle veut faire, votre fille? On n'est pas là pour prédire son avenir non plus à elle. On essaye de lui rendre possible. Non, elle disait toujours, quand on lui posait la question, ton papa et ta maman, elle disait, j'aurais bien envie d'avoir des parents comme les autres. Et c'est vrai que d'être
toujours en conférence ou sur les murs de l'école, c'est pas forcément agréable pour une. Sauf petite au Lazaret. Bernard Werber. Oui, chaque fois qu'on vous voit atterrir dans les steppes du Kazakhstan, on a l'impression quand même qu'il y a un choc très très fort. Donc pourquoi les Russes ne font pas arriver les capsules dans de l'eau? Ça a l'air plus logique que l'eau va encaisser le choc plus facilement que la Terre. C'est pas sûr. Parce qu'elle coulerait et que c'est encore plus dangereux. Pourquoi elle est trop lourde? Oui, elles ne sont pas faites pour rester dans l'eau très longtemps, en fait. Et d'ailleurs, ça fait partie des entraînements qu'on a, puisque en cas de retour d'urgence, il y a 70% de la surface de la Terre qui est de la flotte. Et un retour d'urgence, ça veut dire qu'on donne l'impulsion des orbitations n'importe où. C'est là où on est, puisqu'il faut rentrer le plus vite possible. Par exemple, si on a une panne d'oxygène. Donc il faut arriver au sol avant qu'il n'y ait plus d'oxygène, s'il y a une fuite d'oxygène, par exemple. Et donc la capsule, dans ce cas-là, on a une consigne, c'est de la quitter. Même si on est au milieu du Pacifique ou de l'Atlantique, on doit mettre un vêtement étanche et la quitter, en fait. Mais les Américains ont moins mal que vous à l'arrivée quand même. Les Américains, ils avaient un avion, ils avaient la navette, donc ils avaient largement amélioré. Non, mais à l'époque où ils utilisaient les capsules... oui, c'est vrai, mais enfin, je ne sais pas s'ils avaient moins mal, d'ailleurs, mais... oui, peut-être. Mais enfin bon, c'est pas, on n'a pas un billet de première classe là. C'est pas le confort. Effectivement, l'atterrissage est un accident, mais il y a quand même un parachute, il y a des fusées, des rétrofusées, 6 petits fusées qui, au voisinage du sol, avec une détection avec un rayon gamma, s'allument et amortissent l'atterrissage. En fait, quand tout se passe bien, le choc se produit à une vitesse de 2 mètres secondes. Donc c'est pas, mais ça fait comme si on était dans une voiture à 10 mètres de haut et qu'elle tombe de sa hauteur de 10 mètres, quoi. Fastoche. Bon, mais c'est bon, ça fait partie du prestige aussi. Ça fait pour les durs, je suppose. Je sais pas. C'est les Russes qui doivent le considérer comme ça. Les Russes sont très pragmatiques. Ce qui fonctionne, on ne le change pas. Et ce qui compte, c'est pas tellement le confort, c'est ce qui marche bien, c'est ce qui est sûr, la sécurité. Il ne faut pas nous poser la question à nous. On adorait passer en centrifugeuse, on adorait passer en tabouret tournant. Ils s'en foutent. Exagérons rien. Oui, n'en déplaise à Monsieur Ignoré, mais moi je suis venue ce soir pour Madame Ignoré. Et parce que merci. parce que je n'apprécie pas vraiment la science, c'est pas du tout mon domaine. Mais en revanche, quand j'ai vu qu'il y avait une femme qui était présente pour cette conférence, enfin cette série de conférences, et ben là j'ai pris mon pass et je me suis dit je vais y aller parce que ça va m'intéresser. Parce qu'une fois par hasard, en zappant comme tout le monde, je suis tombée sur Madame Ignoré. Et j'ai été subjuguée, moi qui mon contrefiche de l'espace. Et je m'étais dit que voilà, si j'avais une prof comme elle, parce que c'était un bonheur de l'écouter, peut-être que je serais devenue astronaute, cosmonaute ou spationaute, parce qu'on emploie les 3 termes. Et je m'étais dit, voilà, c'est ce que j'aurais dû avoir à l'école primaire comme prof. Parce que je reviens sur ce que Madame Ignoré disait, oui, arrêtons de formater les enfants à l'éducation nationale. Et j'espère qu'il y a certaines personnes qui sont professeurs ici, afin justement d'inciter les filles à faire des études supérieures et notamment des études scientifiques. Et voilà, et je voulais juste rebondir aussi sur autre chose, parce qu'en fait, je pourrais en parler pendant des heures maintenant, parce que ça m'a vraiment captivée. Oui. Une petite simplement question pour contrebalancer les stéréotypes dont j'ai parlé tout à l'heure, il y en a à l'école, il y en a dans les manuels scolaires, mais il y en a à la télévision, il y en a sur Internet, il y en a dans des tas de situations de la vie. Donc il ne faut pas distribuer les mauvais points d'un côté ou de l'autre. Je crois qu'on a tous à s'améliorer, qui qu'on soit. Non, mais tout à fait. Mais je suis alors là à 100% d'accord avec vous. Votre question. Et voilà, non, je disais oui, pour en revenir, c'était bien de promouvoir non seulement les sciences, mais les arts, et comme Léonard de Vinci, voilà, de revenir à cette époque où un artiste pouvait toucher à tout, alors que maintenant c'est très cloisonné. Et voilà ma question, j'ai oublié. Du coup, je suis partie sur autre chose. C'était une réflexion. Voilà. Merci. Spontanée. Il y a une main qui se lève devant, Cyril. J'ai une petite question moi, par rapport à Mars, que vous avez mentionné. Et effectivement,
l'être humain est un grand aventurier qui probablement ira sur Mars bientôt. Ma question concerne l'ingénierie tissulaire. Et l'ingénierie tissulaire, tissue engineering, tout ce qui se développe à partir des cellules souches, etc., les nouveaux modèles de tissus humains. Et ce que je voudrais savoir, c'est, je crois que la NASA s'intéresse à des programmes de ce type. Et qu'est-ce que vous en savez à ce niveau-là? C'est-à-dire comment l'ingénierie tissulaire pourra peut-être remplacer, mais au moins compléter l'expérimentation animale par laquelle il faudra peut-être également passer pour envisager des vols d'humains sur Mars. J'avoue que je vais mettre mon joker. Je ne sais pas répondre à cette question. Je ne suis pas précisément aujourd'hui les travaux que développe la NASA, mais c'est clair que des éléments de recherche fondamentale dans ces éléments peuvent apporter des éléments de solution. Je disais tout à l'heure que sur les missions martiennes, il y a bien évidemment et des problèmes physiologiques et des problèmes de radiation, puis des tas de problèmes technologiques, que ne serait-ce que l'approvisionnement en eau, les ressources, tout ce qu'on doit emmener au cours de missions comme celle-ci, qui font que de carburant, éventuellement changer les types de propulsion. Donc il y a des recherches à la fois dans des domaines de biologie, tout autant que des recherches de développement technologique encore à apporter pour rendre cette aventure-là possible. Bon, en tout cas, remplacer l'expérimentation animale par d'autres types d'expérimentation. Je crois que ça ne concerne pas que le spatial, et toutes les industries pharmaceutiques aujourd'hui essaient de travailler et d'avoir des propositions justement de tissue engineering qui apportent des solutions. J'ai une question qui s'adresse à la fois à M. Aigneret et à Mme Aigneret. Est-ce que, suite à votre expérience, vous avez eu un changement de vue sur la nécessité de préserver l'environnement de la planète? Parce que le fait d'avoir la planète comme ça devant votre regard d'une manière globale, est-ce que ça a changé votre perception sur la nécessité de préserver à la fois l'environnement et les ressources de la planète? Je me méfie toujours de la réponse qu'on peut donner, parce que d'un point de vue scientifique, il n'y a pas besoin d'aller dans l'espace pour se rendre compte de la fragilité de la planète, bien évidemment. Néanmoins, quand on est à 400 km d'altitude, qu'on voit la planète sur fond de cosmos, dans l'immensité du cosmos, elle paraît bien petite, bien fragile et bien isolée. Et ces trois sentiments, et puis en plus, quand on est soi-même dans le vide, dans une station spatiale dont les ressources sont limitées, les parois sont de 3 mm d'aluminium pour vous protéger du rayonnement cosmique, avec donc des limitations de nourriture, d'eau, et puis aussi une physiologie personnelle qui glisse vers une désadaptation aux conditions terrestres si vous ne vous battez pas tous les jours pour faire du sport et pour améliorer le tonus veineux, musculaire, etc. On voit qu'on est en survie dans l'espace. Et c'est vrai que c'est le sentiment fort que l'on a, c'est d'abord de développer une relation très particulière avec cette planète qui est essentielle à votre survie et qu'il va falloir, au travers d'un miracle d'ailleurs, parce qu'une rentrée orbitale, c'est quelque chose qui demande extrêmement de précision et qui est un miracle de la technologie spatiale. Donc il faut que ce miracle se reproduise. Vous traversez le plasma, 1200 degrés, là, quelques dizaines de centimètres de votre visage, et vous revenez dans des conditions de vie terrestre. C'est vrai que de ce point de vue-là, la Terre, c'est un oasis complètement isolé. Et c'est vrai aussi, quand vous regardez sur les images, l'atmosphère qui entoure la Terre, dont on sait qu'elle nous protège des ultraviolets mortels, quand vous voyez l'épaisseur de cette atmosphère, à peu près la coquille d'œuf par rapport à toute proportion gardée à la taille de la Terre, on se dit, mon Dieu, quel miracle qu'on ait cette planète à disposition. Et on voit bien que là, malgré les exoplanètes, de toute façon, qui ne sont pas à distance de vie humaine, on n'a que ça et c'est bien petit. Et puis, bon, moi j'ai eu la chance de faire 2 vols consécutifs à 6 ans d'intervalle, enfin en tout cas en 93 et en 99. Et pour être plus concret, quand vous regardez l'évolution des déforestations en Amazonie, c'était
aux alentours de, je dirais, 5-6% à mon premier vol, et on en était à 15% pratiquement à mon deuxième vol. Et quelques semaines avant qu'on rentre sur Terre, je me souviens d'avoir vu l'ensemble de l'Amérique du Sud, depuis le Brésil jusqu'à pratiquement la Patagonie, et ça butait sur les Andes, une espèce de fumée globale sur tout ce continent sud-américain qui provenait des brûlis qui se faisaient dans le sud de la forêt amazonienne. Et bon, quand vous voyez l'Amazone là sous les yeux, vous vous rendez bien compte que, contrairement à ce qu'on voit quand Claudie regarde l'horizon et qu'on imagine extrapoler à quoi ressemble la Terre, combien est grande la Terre, on essaie de dire, bon, avoir une notion de grandeur. C'est une démarche d'ingénieur. On dit, bon, tiens, si j'extrapole le ménisque là, on n'y arrive pas. On a l'impression que c'est quelque chose d'énorme. Et de là à penser que du coup, nous, pauvres hommes, un peu dispersés, on ne peut pas avoir un effet significatif, en tout cas à courte durée, sur la planète. Il est évident que là, on a une preuve évidente et visuelle du contraire. Donc moi, je ne connais pas de cosmonaute qui va revenir sur Terre qui n'ait pas une sensibilité aiguë du respect de l'environnement. Pour le dire exactement dans ces mots-là. Donc il faudra des cosmonautes parmi les sages si on a un jour une gouvernance mondiale. Malheureusement, c'est un peu cher, mais avec le tourisme spatial, peut-être qu'avec de l'argent privé, on va pouvoir développer les technologies spatiales. C'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, et permettre à des décideurs, puisque ce sera des gens au début qui auront de l'argent, d'avoir cette vision, et ils ne pourront pas revenir sans être imprégnés de cette nécessité, de ce souci. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin non plus d'aller en orbite pour déterminer que l'atmosphère, que la Terre est fragile, elle est finie, et que, bien sûr, au travers d'une génération, on peut créer des dommages graves et irréversibles sur notre planète. Simplement un petit complément, parce que on ne regarde pas uniquement le hublot côté Terre, on a aussi la possibilité de regarder par le hublot côté cosmos. Et c'est vrai que côté cosmos, on est dans ce mystérieux, dans ce noir, dans cet environnement hostile, avec les milliards d'étoiles, bien évidemment, dont on n'est pas beaucoup plus proche, mais qu'on voit très bien. Et on voit bien que les seules capacités à préserver cette planète dans sa fragilité, sa finitude et ses ressources, c'est les êtres humains qui la peuplent. Donc ça donne cette responsabilité. Et c'est vrai qu'on le ressent quand on regarde par le hublot côté cosmos. Question. Bonsoir. J'ai une petite question à poser au sujet des origines de la vie sur Terre. J'espère que je ne suis pas hors sujet. Il y a les hypothèses de Miller de 56 à partir de la construction d'acides aminés de façon complètement artificielle. Et puis après, il y a également l'exobiologie. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots de l'exobiologie? Et puis après, je suis un peu prolixe, je m'excuse, c'est complètement terre à terre. On a d'une part une rhumatologue et de l'autre côté un pilote d'essai. Madame Aigneret, est-ce que vous avez eu peur en tant que non-aviateur? Est-ce que vous avez eu peur quand vous avez démarré avec donc la fusée à plusieurs G? Est-ce que ça vous a fait quelque chose de, disons, ça me fait quelque chose, oui. Ouais. Alors que votre mari, beaucoup moins, je pense. Voilà, c'était mes questions. Merci. Sur l'exobiologie, moi, je ne vais pas avoir les éléments de réponse. Peut-être que si Marc est par là, ou quelqu'un peut répondre. Il y a bien sûr beaucoup de travaux liés à l'exobiologie. Joël de René veut répondre, Cyril. Peu. Mais Joël sait souvent répondre à beaucoup de choses. Et il sait. Il y a celui qui sait, celui qui peut, celui qui sait. J'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Les origines de la vie. Donc, je parle beaucoup d'exobiologie. Alors, il y avait deux aspects dans la question. L'expérience de Miller, je rappelle qu'il a pris un ballon dans lequel il a mis 3 gaz, du méthane, de l'hydrogène, du CO2, de la vapeur d'eau, bien sûr. Et il a chauffé le tout comme si... Il a fait passer dedans des courants électriques comme si c'était des éclairs. Et il a eu la surprise, et tout le monde a eu la surprise de voir qu'au bout d'un certain temps, c'était un circuit fermé. S'accumulait une espèce de coloration rouge dans un tube en U. Et en analysant cette coloration rouge, on a trouvé qu'il y avait des acides aminés, je rappelle, qui sont les constituants des protéines. C'est un peu comme les wagons d'un train qui s'accrochent les uns aux autres.
Et ces acides aminés, c'est quand même assez complexe par rapport aux 4 gaz dont j'ai parlé. La source de carbone, la source d'hydrogène, la source d'oxygène, à construire des acides aminés. Alors c'était un tout petit début. Ensuite, l'expérience a été complètement revue, même très, très critiquée. On en a fait beaucoup d'autres. Leslie Orgel et beaucoup d'autres gens ont montré le rôle de la catalyse des acides nucléiques. Les débuts des ARN a sans doute précédé l'ADN. On pense que l'argile a joué aussi un rôle catalytique, de matrice, en mettant en place certaines substances. Et alors, pour parler d'exobiologie, ce qui est extraordinaire, c'est que grâce au spectrophotomètre, on peut mesurer dans l'espace la fréquence typique de certains liens moléculaires, par exemple un lien alcool, un lien cétone, un lien amine. On sait qu'ils ont des fréquences particulières sur les spectrophotomètres et on a trouvé une multitude de molécules organiques dans l'espace. Ça, c'est une surprise des 20 dernières années. Dans l'espace, on trouve des molécules aussi complexes que des cétones, des aldéhydes, de l'alcool, etc. Donc, d'où ça vient? Donc, ça s'est synthétisé dans l'espace, dans des nuages interstellaires. Et donc, la vieille théorie d'Arrhenius, qui était que la Terre a été ensemencée par des bactéries ou des micro-organismes extraterrestres. Donc, on a même pensé que les comètes, il y avait une théorie aussi disant que les comètes avaient pu ensemencer la Terre à un moment donné, qui était une sorte de bouillon de culture, tout à fait prêt à faire que la vie se développe, puisqu'il y avait des volcans, des conditions de chaleur, des conditions de gaz tout à fait propices. Donc il y a plusieurs théories. Mais enfin, la théorie actuelle, la plus plausible, c'est pas le hasard, c'est la nécessité. Enfin, c'est les fameux mots que Jacques Monod a employés dans ce très beau livre, Le hasard et la nécessité. Pendant très longtemps, on a pensé que l'origine de la vie était un phénomène hasardeux, absolument inimaginable, seulement possible dans des conditions extrêmes. Et d'ailleurs, ça ne peut pas exister ailleurs parce que ça s'est produit une fois sur la Terre et ça ne se reproduira plus. Pas du tout. Maintenant, la vision, c'est la nécessité, c'est-à-dire que dans des conditions qui sont les mêmes, s'il y a de l'eau, s'il y a de la chaleur, s'il y a tel type d'atmosphère, les mêmes conditions vont se reproduire et donner naissance à des globules, des coacerva, on les appelle, des petits globules pouvant échanger la matière avec les mers ou les océans dans lesquels ils se trouvent et progressivement catalyser les conditions de l'autoreproduction ou même de la capacité à transformer l'énergie solaire par la photosynthèse ou très rudimentaire en produits qui permettent le renouvellement de ce micro-organisme. Donc cette notion moderne de l'origine de la vie sur la Terre, ça peut être un ensemencement, ça peut être une partie de molécules venant d'ailleurs, mais s'il y a des exoplanètes, alors c'est ça qui est passionnant, et s'il y a des exoplanètes et qu'elles ont des conditions voisines de celles de la Terre, des atmosphères voisines, est-ce que la vie, si elle y est née, est probablement elle y est. Il y a tout à fait statistiquement des probabilités que dans certaines zones de la galaxie, il y ait des planètes propices à la vie. Est-ce qu'elle a pris la même filière darwinienne, si j'ose dire? Est-ce que ça conduit à des crocodiles, des girafes ou des humains? Ou est-ce que ça conduit à des êtres faits de silicium au lieu de carbone? Est-ce que ça conduit à des espèces de végétaux autoreproducteurs, comme on voit dans les films de science-fiction, notamment dans ce film très intéressant, Avatar, avec ces végétaux qui communiquent avec la vie humaine et qui transmettent des informations aux hommes? On ne sait pas. Parce que même sur Terre, il y a quand même des formes de vie qui vivent dans des conditions épouvantables. Alors c'est pour ça qu'on étudie en ce moment dans les fonds marins, dans des espèces de resurgences volcaniques, de gaz très chauds, où vit non pas en photosynthèse, mais en chimiosynthèse, des espèces de crustacés, des larves énormes, des sortes de méduses, tout ça accroché à des rochers, en se nourrissant de soufre, en se nourrissant de... Il n'y a pas de carbone au sens de la photosynthèse, CO2 plus H2O donne CnHn, machin truc, plus O2. Ça n'existe pas. Oui, ça avait été évoqué en 2010 dans le monde extrême, lorsqu'on était descendu dans les abysses. Voilà. Et je pense qu'on va à nouveau aborder le problème peut-être l'année prochaine, justement. Et on a une belle exposition à la Cité des Sciences là-dessus, montrant que justement, on allait chercher dans les fonds marins la capacité à mieux comprendre comment la vie a pu apparaître ailleurs. Merci Joël. Je vous propose peut-être de nous retrouver demain.